Voilà, bon, j'ai compris. Bonjour à tous, bonsoir à tous. Et selon à Kinshasa et en Europe, c'est le soir. Il est 20h15. On a respecté le quart d'heure académique avant de démarrer cette présentation qui sera assurée par le professeur Pierre Schmitt. Il parle le français de France. Qui se trouve au Canada, professeur donc à l'université d'Alousie avec le professeur Dadimata. Donc, le sujet, c'est une présentation pour donner du PEP à vos présentations. Voilà. Alors, cet après-midi, il y a quelqu'un qui m'a dit, le PEP, c'est quoi? Le PEP, c'est le PEP. Oui, oui. Alors, moi, je vais dire le PEP. Écoute, j'ai regardé, vous savez, le pepper, qui signifie poivre. Le poivre a des vertus stimulantes. Donc, je pense que ce soir, vous allez vraiment nous stimuler avec votre présentation pour que nos présentations à nous puissent être aussi stimulantes, attrayantes. À vous, Pierre Schmitt. Voilà. Mais le professeur Olutumba qui devait assurer, donc le deuxième modérateur, apparemment, il n'est pas là, nous espérons qu'il nous rejoindra en cours de route. Voilà. À vous, Schmitt. Pierre, okay. Professeur Pierre Schmitt. OK, merci beaucoup pour cette introduction très poivrée. Donc, l'idée, c'est effectivement de faire une présentation pour essayer de donner du PEP à vos présentations. Du PEP, c'est simplement donner un petit peu d'entrain, un petit peu d'accroche pour principalement garder votre auditoire avec vous et pas faire une présentation où vous êtes en train de parler dans votre moustache ou dans votre barbe sans que votre message puisse passer. Il faut quand même faire attention parce que, je ne détiens pas la vérité. Vous êtes parfaitement en droit d'utiliser ma présentation comme un modèle de ce qu'il faut faire ou de ce qu'il ne faut pas faire. Et surtout, dans les présentations, vous verrez qu'il faut manier l'humour et les plaisanteries avec prudence. Donc, les objectifs participent aux objectifs de communication et on va travailler sur l'attractivité visuelle pour avoir une présentation qui soit belle et facilement perceptible visuellement. Et on va aussi travailler sur la technique oratoire et sur le discours sur lequel vous pouvez travailler pour que votre présentation maintienne votre auditoire en haleine. On touchera deux petits mots à propos des différences entre les présentations orales et les présentations électroniques. Maintenant, il y a de plus en plus de présentations électroniques au RSNA, ce qu'ils appellent les electronic posters, et ça change un tout petit peu de ce qu'on doit faire quand on a une présentation scientifique, par exemple, ou un cours en congrès, et on touchera à peine à la visioconférence, même si c'est ce que je suis en train de faire, et vous verrez qu'il y a quand même des difficultés qui sont inhérentes à la technique de la visioconférence. Donc, voilà. Cette diapositive résume l'histoire du malheureux résident à qui son patron a dit « écoute, il faut que tu fasses une présentation ». Alors, le malheureux résident, il se dit « Mon Dieu, j'ai une présentation à faire. Il faut que je trouve un sujet, il faut que je trouve un mentor pour m'aider dans ma présentation, il faut que j'ai un titre attractif, il faut que je travaille sur le contenu, il va falloir lire le papier de Radiographix, parce qu'il y a toujours un papier de Radiographix qui a été fait sur n'importe quel sujet qui existe en radiologie. Il va falloir lire les articles correspondants, sélectionner des cas locaux, parce que c'est toujours mieux d'avoir des cas locaux qui montrent que la présentation qu'on fait présente un intérêt pour les radiologues dans la région où on travaille. Il va falloir classer les références, il va falloir tout mettre ça bien logiquement pour qu'il y ait une histoire avec un début, un milieu et une fin. Il va falloir chronométrer la présentation pour qu'elle ne soit ni trop longue ni trop courte. Et il va falloir répéter plusieurs fois la présentation. Et tout ça, ça va me permettre d'améliorer ma confiance en moi. Qu'est-ce que vous pensez de cette diapositive? Elle est trop bruyante, trop brouillon. Il y a trop de choses sur cette diapositive. Il y a 3, 7, 11 lignes, avec des lignes qui sont courtes, des lignes qui sont longues, avec des phrases qui sont un petit peu alambiquées dans certains cas. Mais il y a aussi une autre chose qui est importante et auquel on ne pense pas toujours, c'est qu'elle utilise des caractères avec empattement. Et donc, les caractères avec empattement, les empattements, c'est ces petites choses-là qu'on a au bout des lettres. Et en particulier, c'est des choses qui gênent la perception visuelle d'un texte.
Donc, on a ici, dans la même taille de caractère, un caractère avec empattement, en général Time Roman, Time New Roman, et là, un caractère sans empattement, on va dire Calibri. Ce texte-là, lorem ipsum, c'est un faux texte que des fois on appelle aussi en jargon typographique bolo-bolo, et il sert simplement à calibrer la mise en page. Il a été utilisé pratiquement des débuts de l'imprimerie. Au XVIe siècle, il y avait déjà ce texte-là qui était utilisé. Et Lettres A7, dans les années 60, on a fourni un exemplaire qu'on pouvait coller quand on voulait garder des placards dans les journaux. Et le texte original, c'est un texte de Cicéron dont on n'a strictement rien à faire. Mais quand vous comparez ces deux textes, qui sont dans la même taille de caractère, simplement avec des types de caractères différents, donc comme je l'ai dit, Time New Roman et là Colibri, on voit que ce texte-là est, à mon sens, objectivement plus facile à lire et à percevoir. Donc, on reprend la première diapositive que je vous ai montrée et on la met dans des caractères sans empattement. En anglais, c'est des caractères qu'ils appellent sans, comme le mot français without, sans sérif. Ils appellent ça S-E-R-I-F. C'est comme ça que les Britanniques appellent ces petites queues qui existent à toutes les lettres. Donc, on a exactement le même texte. Il a les mêmes contraintes, en fait, parce qu'il est avec beaucoup de lignes, des lignes qui sont longues, trop de lignes. Donc, on va aussi changer quelque chose, qui est que quand on est dans ce texte-là, quand on utilise ce texte-là, si par hasard, quand je le lis, l'auditoire le lit plus vite et arrive à la fin avant moi, eh ben, si j'ai un effet quelque part dans le texte, cet effet il risque de tomber à plat. Donc, ce qui est important aussi, c'est de guider l'auditoire en ayant des phrases peut-être un petit peu plus courtes et où on va utiliser des puces pour faire apparaître au fur et à mesure ce que l'on a envie de dire. Il faut trouver un sujet et un mentor, trouver un titre attractif, travailler sur le contenu, lire les articles de Radiographix, lire les articles en général, avoir des cas locaux, trouver des références, organiser le contenu, chronométrer la présentation, répéter, et à la fin, on aura de la confiance en soi. Donc là, on a ça en deux colonnes. La principale différence, c'est que peut-être les lettres sont un tout petit peu plus grandes que dans le texte initial, mais aussi, d'une certaine façon, on contrôle son auditoire dans sa vitesse avec laquelle ils peuvent lire, et on est sûr que l'auditoire ne sera jamais en avance sur ce que le présentateur va dire. Donc, on peut l'avoir sur deux colonnes, ou on peut l'avoir sur plusieurs diapositives, et ces plusieurs diapositives peuvent être comme ça. On n'aura que les mots-clés cette fois-ci. On va avoir sujet, mentor, titre, contenu, article, cas locaux, et c'est le présentateur qui va donner du corps à ces mots. Il faut être logique et organisé, il faut que la durée soit mesurée pour que la présentation ne soit ni trop longue, ni trop courte. Il va falloir répéter plusieurs fois le texte pour acquérir une aisance dans la présentation et pour acquérir aussi une confiance en soi, parce que cette confiance en soi, elle sera également dans les connaissances scientifiques qu'on veut faire passer dans la présentation, mais aussi dans la facilité qu'on aura à parler et à montrer les cas, les images et les tableaux de la présentation. On peut le faire sur une diapo avec deux colonnes, ou on peut le faire sur plusieurs diapos, et dans ces cas-là, on aura juste une colonne et peut-être un texte ou une image sur le côté. La chose que vous avez sûrement remarqué dans ce que je vous ai déjà montré, c'est que les lettres sont en blanc et le fond est en noir. On est des radiologues, on a l'habitude de travailler dans la pénombre et on sait qu'on a une meilleure vision quand on n'a pas de lumière, de lumière parasite qui vient polluer notre vision. Donc, c'est pour ça que les salles de spectacle sont dans le noir, c'est pour ça que les salles d'interprétation de radiologie sont dans une pénombre, mais il y a une bonne raison derrière ça. Il faut qu'il y ait un contraste net entre l'arrière-fond et le texte et les photos également. Donc là, on va voir l'exemple à ne pas suivre. L'exemple à ne pas suivre, c'est certes, ils ont les caractères qui sont sans sérif,
Certes, ils ont des caractères qui sont suffisamment grands, mais l'arrière-fond qui est très busy, qui est très occupé, qui est très brouillon, vient masquer la lecture facile du texte. Par ailleurs, même si c'est en anglais, vous voyez qu'il y a quand même beaucoup d'abréviations qui, elles aussi, viennent perturber la compréhension et la saisie immédiate de ce qui est dit. Donc, on a parlé du texte, on va parler ensuite des images, des tableaux, et ensuite on parlera du discours et de la gestuelle qui est avec le discours. Donc, en résumé, pour le texte, il faut avoir des caractères qui sont d'une taille suffisante, en général 30, pour le texte du titre. Il faut avoir un contraste bien marqué entre l'arrière-plan et les mots, les lettres. Il y a plein de templates, il y a plein de modèles tout faits qu'on peut trouver sur Internet. Ce n'est pas nécessairement parce qu'ils existent qu'il faut les utiliser. Il y en a qui sont pas du tout, qui facilitent pas du tout la communication. Il y en a d'autres qui sont bien. Les caractères, on a vu que c'est plus simple d'avoir des caractères qui sont sans sérif par rapport à des caractères avec sérif. Le corps de la présentation, le corps du texte, là, c'est du 26. En haut, c'était du 30. Il faut utiliser les puces pour faire apparaître les mots-clés les uns après les autres et être sûr que le public, l'auditoire n'est pas en avance sur le présentateur. Et puis, il faut aussi éviter les effets un petit peu sophistiqués qui, en fait, ont uniquement comme résultat de distraire l'assistance et qui n'apportent en fait pas grand-chose par rapport à une simple apparition du texte ou des images. Par ailleurs, la dernière chose qu'il faut faire, c'est utiliser le mode présentateur, parce que là, vous ne le voyez pas, mais j'ai un écran sur ma droite où j'ai les images que vous voyez, et sur la gauche, j'ai la répétition de ma diapositive avec une ligne ou une diapo qui va être la suivante, qui va correspondre à l'action que va faire le prochain clic. Donc là, je vois déjà erreur de perception avec la tante Mimi, Sherlock Holmes et Martin Luther King. Donc, on a parlé du texte. Là, on va parler des images. C'était une diapositive que j'ai faite. J'avoue, elle a 4 images. Il y a beaucoup d'informations qui arrivent d'un seul coup sur l'auditoire. Même si je parle de la tante Mimi, si je parle de Sherlock Holmes, de Martin Luther King et de comment est-ce qu'on décrit les triangles et les ronds, il y a trop de choses sur cette diapo. Et en plus, alors que nous, on est des radiologues et qu'on sait que ça a un intérêt d'avoir des images les plus grandes possibles, avec la meilleure définition possible, là, on a 4 images qui sont relativement petites. Et on les a toutes ensemble. C'est sûr qu'on peut, comme on a fait précédemment, avoir une apparition progressive avec ou sans effet qui sont distrayants et qui font perdre l'attention des gens. On peut avoir l'apparition des différentes photos qu'on a à présenter. Mais c'est encore plus simple dans ces cas-là d'avoir directement l'image la plus grande possible. Puis ensuite, on va passer à Sherlock Holmes avec Sherlock Holmes le plus grand possible, Martin Luther King Jr. le plus grand possible. On a exactement le même rythme à avoir et à contrôler la façon dont l'information est passée à l'auditoire pour que l'auditoire puisse suivre le raisonnement progressif du présentateur. Là, on a vu des images qui étaient des images, je dirais, non figuratives, mais c'est la même chose quand on a les radios. Là, je vous raconte une histoire d'un petit jeune homme qui s'est cassé l'extrémité supérieure du fémur, de l'humérus, pardon, je dis à chaque fois le fémur, de l'humérus gauche. Le radiologue, là, s'est posé la question de savoir s'il y avait une lacune à l'intérieur. Il a fait faire un scanner, on a dit qu'il n'y en avait pas de lacune. Et puis après, il y a eu 3 autres radiologues qui sont passés les uns derrière les autres en répondant que la fracture était en train de consolider. La fracture était en train de consolider. Et c'est qu'au mois de mars, alors que l'accident initial était en novembre, qu'on a découvert qu'en fait, il y avait une tumeur qui était en train de se développer dans cet humérus.
là, quand je vous montre tout ça, la tentation est grande pour les spectateurs de regarder cette première radio, de voir la date, de sauter immédiatement à la fin. Et tout l'intérêt de l'histoire qui est, pour cette diapositive, le fait que les radiologues s'accrochent successivement au diagnostic que leurs collègues ont présenté auparavant, passe à l'as. Donc, il vaut mieux avoir des images qui vont apparaître en séquence. Et ce n'est pas plus compliqué de le faire avec le logiciel PowerPoint, mais on peut aussi les avoir plus grandes et on peut avoir celle-ci du cliché simple avec le scanner qui est fait juste quelques jours plus tard pour les commenter. Et puis après, on va avoir les 3 autres radios qui vont être assez grandes pour bien montrer l'apparition d'une ostéoporose perméative, l'apparition des appositions périostées et finalement la fracture qui n'a pas consolidé avec l'ostéosarcome qui est en dessous. Donc, utilisez les ressources de PowerPoint pour aider à la narration de votre histoire. Considérez que votre présentation, c'est une histoire. Et dans une histoire, il n'y a rien de plus désagréable quand on raconte une histoire drôle que quand il y a le copain qui est en face et qui dit « Ah ouais, je connais la fin ». On ne veut pas que le public connaisse la fin, on veut que le public découvre la fin en même temps que nous la présentons. Ça, c'était pour un cas. J'ai un autre cas qui est vraiment similaire, où c'est un petit enfant qui vient parce qu'il boite, il a de 2 ans et demi, et même s'il y a déjà des flèches, qui pointent vers les choses qu'il faut regarder, je suis sûr que on ne les voit pas bien dans la présentation. Donc, autant, même s'il a un neuroblastome avec des métastases osseuses, mais on a plus intérêt à présenter les choses progressivement. Les images sont encore petites, mais on a enlevé les flèches, mais elles réapparaissent tout ensemble. Il vaut mieux avancer pas à pas, discuter de la radio du bassin Lowenstein, la radio du bassin de face, montrer qu'il y a une petite érosion corticale avec un cortex qui est moins défini de ce côté-là que de l'autre côté, montrer que là aussi c'est moins défini que de l'autre côté, et après, on fait apparaître les flèches. Et la radio de thorax qui a été faite dans la foulée, elle n'a rien à voir avec la radio de bassin. On la remontre, agrandie au maximum, et là, dans la mesure où les appositions périostées vont être là, juste là, ça vaut la peine d'utiliser un effet de zoom et d'apparition pour souligner ces appositions périostées. Et l'histoire, après, elle peut être conclue de la même façon avec l'échographie montrant la tumeur surrénalienne gauche et l'IRM qui confirme le neuroblastome avec des métastases osseuses disséminées. Bien. Donc, en résumé, pour les images, il faut qu'elles soient de la taille la plus grande possible. Et ça veut dire qu'une ou 2 images, pas plus, c'est le maximum qu'on puisse tolérer. Il faut éviter de surcharger la diapo par plein d'images. Il faut, comme pour les textes, et parce qu'on est des radiologues, avoir un fond contrastant, parce qu'on voit mieux les détails dans la pénombre. Donc, autant qu'à faire, avoir un noir ou un bleu roi, bleu foncé, c'est très bien. Il faut utiliser le pointeur et les flèches. Le pointeur, c'est bien si je ne tremble pas. Les flèches qui sont mises en place au préalable quand on construit la présentation et qui vont apparaître quand on leur demande d'apparaître, c'est peut-être quand même ce qu'il y a de plus simple. Il faut faire attention aux vidéos. Je me suis fait avoir plus d'une fois avec des vidéos que j'avais enregistrées dans un format, que le format il n'était pas lu par l'ordinateur de la présentation, etc., etc. Donc, faites très attention quand vous utilisez des vidéos. Et c'est important dans ces cas-là, quand vous téléchargez votre présentation dans le congrès ou dans la réunion, d'être certain que votre vidéo fonctionne. Vous avez toujours en général la possibilité de vérifier sur un ordinateur de l'organisation que la vidéo passe quand vous lui demandez de passer. Mais moi, j'ai été brûlé 1 ou 2 fois, je fais attention. Ce qu'on a dit pour le texte, ce qu'on a dit pour les images, ça s'applique aussi au tableau. Il faut éviter de faire des copier-coller directement à partir d'Excel. Il faut retravailler les tableaux. Il faut faire attention à bien limiter le nombre de lignes et de colonnes. Là, il y en a quand même beaucoup. Et quand on ne peut pas faire autrement que d'en avoir beaucoup, il ne faut pas hésiter à mettre en avant
en changeant les couleurs, les cellules et les colonnes qui vous intéressent, les cellules, les nombres, les mots, tout ça, ça se retravaille. Et surtout, il faut savoir que si vous présentez une diapositive avec un tableau, il faut qu'il y ait une diapositive, un tableau, une notion, pas plus. D'accord? Bien. Maintenant, on va passer au discours, à l'art oratoire qu'il y a derrière. Pardon, excusez-moi. Voilà. Quand vous présentez, en général, il y a un pupitre et un micro. C'est toujours utile d'aller voir comment est organisé le podium un peu avant votre présentation. Vous profitez d'une pause pour aller voir comment se présente l'ordinateur, où sont les boutons qu'il faut appuyer pour avancer, pour reculer, etc. Quand vous allez au pupitre, ayez votre téléphone éteint ou en mode avion. Il n'y a rien qui serait plus déstabilisant pour vous-même et pour votre auditoire que d'avoir votre téléphone qui sonne. En général, on demande à l'auditoire d'avoir leur téléphone mis en muet. Eh bien, faites la même chose. Voyez comment le podium est organisé. Un point important, quand vous parlez soit tôt le matin, soit en fin de matinée. Donc, tôt le matin, ils sont encore un petit peu endormis. En fin de matinée, ils ont faim. Et vous savez, on dit bien, ventre affamé n'a pas d'oreille. Donc, ils vous écouteront un peu moins bien. Après manger, ils sont en train de commencer à faire la sieste d'après repas de midi. Et quand vous allez parler à 6 heures, ils vont avoir qu'une seule envie, c'est de partir pour rentrer chez eux ou aller faire la fête dans le congrès. Donc, il ne faut pas hésiter à parler fort. Vous jouez un rôle, vous n'êtes plus un docteur, vous êtes un présentateur. Vous devez les convaincre. Il faut réveiller votre public. Il faut captiver votre public. C'est important. Et il y a une règle que j'appelle la règle des 3, c'est-à-dire que vous avez un microphone, mais ce microphone ne doit pas vous empêcher de parler fort. Pas de crier, mais de projeter votre voix. Projeter la voix, ça veut dire que vous prenez une inspiration et vous parlez aux personnes qui sont au 3e rang. Si vous n'aviez pas de micro, quand vous parlez, il faut que les personnes au 3e rang vous entendent et vous comprennent. Le travail du micro, des haut-parleurs, etc., ce sera pour le 4e, 5e, et etc. C'est pour les rangs après. Et vous devez parler au 3e rang. Et pour ça, vous choisissez 3 personnes, une à droite, une au centre, une à gauche, et vous leur parlez en les fixant dans les yeux ou en fixant mieux juste au-dessus de leur tête. Et il ne faut pas les fixer longtemps, il faut les fixer pas plus de 3 secondes. C'est pour ça que c'est la règle des 3. Parler à 3 personnes au 3e rang, pas plus de 3 secondes chacune de ces personnes. Idéalement, il faut que vous échangiez avec votre public, même si c'est une présentation scientifique vraiment très professorale, il faut pouvoir échanger avec le public. Donc, j'ai choisi 4 exemples, et ces 4 exemples, c'est le docteur Chichuk, le docteur Jacobson, le docteur Ben Felson et RSNA Live. Une façon d'échanger avec les gens, c'est de leur demander de lever la main. Est-ce que parmi vous tous qui écoutez, il y en a déjà qui ont eu des cours ou qui ont eu l'occasion de voir Chichuk, Jacobson ou Ben Felson enseigner? Probablement pas, parce qu'ils sont tous morts. Mais vous avez peut-être la chance d'avoir été au RSNA. Et si vous avez été au RSNA, j'espère que vous avez pu aller à une de ces sessions RSNA Diagnosis Live, parce que c'est une façon extrêmement drôle, extrêmement amusante d'apprendre. Et tout est basé sur l'échange entre le présentateur qui présente les cas et le public qui répond en tapotant sur son téléphone portable ou sur sa tablette. Vraiment, si vous avez la chance d'aller au RSNA, allez-y, vous serez conquis par cette façon d'enseigner. Et ce qui est important, quand vous parlez et que vous voulez échanger avec votre public, c'est de moduler votre voix. Il faut moduler votre volume en accélérant et en ralentissant. Il faut parler plus fort et parler plus doucement. Dernier point, il faut que vous soyez convaincu. Convaincu de quoi? Convaincu que la présentation que vous faites, là, ce soir,
est la présentation la plus importante de toute la radiologie. Si vous n'êtes pas convaincu de ça, vous n'arriverez pas à convaincre les autres que votre sujet est un sujet important. Donc, on va parler, avec la diapo suivante, de comment est-ce que le docteur Schwischuk était convaincant et réussissait à échanger avec son public. Donc, il était venu à Halifax et il a fait une série de cours de radiopédiatrie et il a fait un cours sur un sujet extrêmement bateau en radiopédiatrie, c'est comment faire la distinction entre une infection respiratoire bactérienne et une infection respiratoire virale. Et donc, il a fait cette présentation, il l'avait déjà faite des dizaines, si ce n'est pas des centaines de fois. Et il a commencé par présenter ça, cette diapo, avec clean, dirty, unilateral, bilateral, peripheral, central, volume, equal, increase, equal, decrease. Et il est descendu du podium avec le micro en main et il a demandé à l'assistance de chanter avec lui, de lire avec lui. Clean, dirty, unilateral, bilateral. Après avoir fait ça une ou deux fois, les radiologues sont entrés dans le jeu et ont répété avec lui. Il a fait sa présentation, il a montré pourquoi c'était des différences, etc., etc., etc. Il a fini ses 20 minutes, il a recommencé à faire chanter les gens. Les gens se souviennent de deux choses, se souviennent des mots, propre, sale, unilatéral, bilatéral, périphérique, central, avec des volumes égaux ou augmentés, ou des volumes égaux et diminués. Et ils se souviennent, moi en tout cas, je me souviens aussi de la façon dont il avait réussi à engager le public et à faire participer le public et à le faire répéter. On dit toujours que l'enseignement, c'est qu'une répétition des choses, des mêmes choses. Ben là, il a réussi à faire répéter en 20 minutes 5 fois la même chose à 150 personnes. Donc, c'était quand même un beau succès. Il y a un autre radiologue qui avait un style d'enseignement très particulier, c'était le docteur Jacobson. C'était un radiologue ostéo-articulaire de New York, un petit monsieur un petit peu rabougri, comme vous avez vu sur la photo. Et il a fait plein de livres avec, tout seul ou avec ses élèves. Et il en a fait un qui était Radiology of Skeletal Disorder. Et ces 3 tomes, ce ne sont que des cas radiographiques. On montre une radio, on a 2 mots de signes cliniques, une description de la radio, une description des différents diagnostics qu'on peut envisager, la description du diagnostic correct, un topo sur la maladie avec d'autres radiographies, d'autres scanners, d'autres IRM. Donc, quand il présente au RSNA, eh ben, il fait pareil. Il est à la table, il a les diapos qui passent derrière lui et la diapo apparaît. Il dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut proposer un diagnostic? En général, il n'y a pas beaucoup de réponses. Les gens sont plutôt calmes. À ce moment-là, les 2-3 premières fois, il le fait en appelant par leur nom ses anciens collaborateurs ou des anciens fellows et il échange avec eux. Après, il réussit à avoir un peu plus de connivence avec l'assistance et il demande, vous là-bas avec la veste bleue, est-ce que vous avez une idée? La personne répond honnêtement, soit elle a bon, et dans ces cas-là, il va leur dire « home run !» Non, merde. Oula, ça c'est moi qui suis en tort. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez compris ce que je voulais dire tout à l'heure? Il ne faut pas avoir son téléphone allumé. Ben, je me suis fait brûler. Voilà. Donc, il crie « home run » et on continue avec cette affaire-là. Il explique pourquoi est-ce que la personne avait raison et pourquoi est-ce que oui, c'est bien le bon diagnostic. Et si la personne ne trouve pas, eh ben, lui va entrer en jeu et il va expliquer pourquoi la personne s'est trompée, ce qui est quand même important, et aussi comment est-ce qu'elle aurait pu peut-être se réorienter vers le bon diagnostic. Donc ça, c'était Jacobson, c'est impressionnant à voir. Hein. Le dernier, c'est M. Felson, l'inventeur du signe de la silhouette. Et donc, Felson, sur la fin de sa carrière, présentait surtout des topos dans lesquels il présentait des signes radiographiques. Donc là, il montre à l'assistance une radio de thorax avec un signe de Gulden, avec l'élévation de la petite scissure
qui est concave vers le bas, et la masse hilaire qui, elle, est... non, la petite scissure, qu'est-ce que je dis? Elle est convexe vers le haut, et la masse hilaire qui est convexe vers le bas, donnant une espèce de S allongé. Et quand il montre ce cas-là, Felson enchaîne en disant, je présentais ce cas-là au négatoscope avec mes élèves, et je leur dis, c'est bien de faire le diagnostic de cancer bronchopulmonaire, mais ça aurait été mieux de faire le diagnostic de cancer bronchopulmonaire il y a plusieurs semaines, avant, plusieurs mois, alors qu'il y avait une hyperaération du lobe supérieur, parce qu'à ce moment-là, il y avait peut-être une chance de pouvoir avoir une chirurgie qui aurait amélioré l'évolution pour le malade. Donc, Felson rentre dans le dossier, il cherche les radios antérieures, et puis jusqu'à ce qu'il trouve la radio où il y a l'hyperinflation, il affiche le cliché où il y a l'hyperinflation du lobe supérieur droit, et il dit, voilà, c'est là, c'est maintenant qu'on aurait dû faire le diagnostic. Et il regarde qui c'est qui a fait le compte-rendu, et comme il dit, je me suis été vraiment très, très, très embarrassé parce que c'était moi qui l'avais fait. Et il dit, j'ai été aussi embarrassé que quand ma femme m'a appelé du haut de l'étage supérieur de la maison en me disant, Ben, il y a le petit qui a fait au lit. Ben, il répond, oui, chérie, et puis quoi? Ben, c'est dans ton lit qu'il a fait. Et donc, il a, avec cette plaisanterie qui est une plaisanterie tournée sur lui et pas sur autrui, il cristallise le signe de Gulden et le signe d'hyperinflation avant que Gulden n'apparaisse. Moi, je vais être très triste parce que je vous demande de me pardonner car je n'ai pas d'image précoce qui correspondent à l'hyperaération du lobe supérieur droit. Et j'espère que vous vous souviendrez de ce signe-là. Donc, Felson, lui, quand il présentait avec un cycle. Il faisait en général une plaisanterie en ouverture, il présentait son signe, il faisait un résumé du signe, il balançait une deuxième plaisanterie et il reprenait en disant « comme je disais précédemment » et il donnait à nouveau le résumé du premier signe. Et il continuait avec le signe 2, il faisait un résumé du signe 2 et il continuait avec une plaisanterie, troisième plaisanterie qui servait en fait à réveiller l'assistance et il répétait le résumé du signe 2. Et il faisait ça continuellement. Là, je vous l'ai présenté d'une façon très écrite, mais on peut vous la présenter aussi d'une façon plus visuelle. Pourquoi pas se servir de les outils qu'il y a dans PowerPoint. Et on peut très bien avoir un cycle, le cycle du Dr Felson, quand il fait ses présentations. Il vous fait une première blague, il décrit son signe, il arrive à ses 15 minutes, il fait un résumé du premier signe, il fait la blague 2 qui va servir à vous réveiller, il va répéter le résumé du signe 1, enchaîner avec le signe 2 et continuer comme ça, à chaque fois avec une interruption à peu près toutes les 10-12 minutes où il réveille son assistance et où il la ramène avec lui. La voix dans la présentation, il va falloir travailler sur la voix, le contact visuel et la gestuelle, la mise en scène. On va travailler aussi sur l'humour et sur comment garder votre public avec vous. La voix, comme je l'ai dit, vous êtes un acteur, vous n'êtes plus le docteur, vous n'êtes plus la personne qui est devant un négatoscope et qui dicte en général de façon, qui susurre gentiment dans le micro le compte-rendu pour que la secrétaire le tape. Vous êtes sur scène, vous jouez. La voix est un point très important. Il faut savoir que si vous avez une voix grave et lente, vous véhiculerez une impression qui sera favorable. Les gens vous feront confiance, vous serez crédible. Si vous avez au contraire une voix un petit peu haut perchée, avec un débit rapide, vous véhiculerez une forme de persuasion. Et si vous modulez le volume et le débit de votre voix, vous véhiculerez une impression d'enthousiasme et d'empathie qui sera très convaincant sur votre public. N'oubliez pas d'incorporer des pauses. Ces pauses sont importantes pour que votre auditoire intègre ce que vous venez de dire et pour éviter de le submerger avec des informations. La voix est importante, le contact visuel est aussi important.
évitez autant que faire se peut de lire. N'ayez pas le nez penché vers vos mains ou vers le pupitre pour lire ce qui est écrit. Essayez de garder un visage tourné vers le public. Et ça, c'est valable quelle que soit la taille de votre public, que ce soit pour présenter un cas au négatoscope ou à la station de travail, que ce soit pour présenter un cas quand il y a des réunions, des rounds cliniques, ou que ce soit pour présenter en amphithéâtre un cours ou une présentation scientifique. Vous parlez aux gens du 3e rang, il y a 3 personnes, 1, 2, 3. Évitez de fixer plus de 3 secondes, jamais plus de 7 secondes, même si la dame est particulièrement séduisante, vous ne devez pas avoir un regard appuyé sur cette personne. Vous devez passer de l'un à l'autre et idéalement regarder, balayer du regard et regarder au-dessus de la tête des gens pour ne pas les impressionner de trop. Donc il faut... et puis, comme je vous l'ai dit déjà, c'est la règle des 3 personnes au 3e rang et des 3 secondes. Dernier point, vous présentez avec votre voix, avec vos yeux, avec vos images, mais vous présentez avec tout votre corps aussi. Essayez d'être détendu. Évitez de vous agripper au pupitre comme Leonardo DiCaprio s'agrippe à la planche où il y a Kate Winslet dans Titanic. Soyez relâchez, laissez tomber vos épaules. Quand vous présentez, les flèches évitent d'avoir un pointeur qui tremblote. Le pointeur tremblotant, c'est pas toujours très bon. Et il faut éviter d'y lire, et il faut éviter de se balancer d'avant en arrière. Ça va donner le tournis à votre auditoire, et ça va donner l'impression de quelqu'un qui n'est pas sûr de soi. Ce qu'il faut faire, c'est savoir où est le microphone. Pour parler dans le micro, si on a un micro-cravate, c'est bien, il sera toujours directement dirigé pour votre bouche. Et si vous vous tournez derrière pour montrer quelque chose avec un pointeur sur l'écran, ben votre bouche, elle s'éloigne du micro et dans ce cas-là, votre voix, elle descend automatiquement. Ce qui est important, c'est donc de regarder le public. Tac, 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 tac. Détendez-vous. Tac, tac. La mise en scène, c'est la gestuelle, c'est pour garder l'attention du public. Il faut ne pas lire. Il faut utiliser ses mains. Là, vous ne me voyez pas, mais je suis en train de bouger. Mais il faut utiliser vos mains de façon relativement limitée, juste pour souligner un point. Il ne faut pas constamment être en train de bouger. Parce que si vous êtes constamment en train de bouger, vous avez donné l'impression d'être un moulin à vent, ce qui n'est pas quelque chose de satisfaisant. Et il faut garder le sourire. Vous êtes là, vous présentez un travail qui vous a pris plusieurs semaines, plusieurs mois. C'est l'accomplissement de tout ce travail-là. Vous êtes content de le présenter. Souriez, vous êtes filmé. Dernier point, il faut faire attention, il faut garder le contrôle du public. Tout ce que je vous ai dit sur la façon dont on avance avec des points les uns après les autres, c'est pour que le public ne soit pas en avance sur vous. Vous interagissez avec le public, avec votre voix, avec votre regard, avec vos gestes. Commencez, finissez à l'heure et répétez. Quand je dis répéter, ça veut dire répétez votre texte, répétez votre présentation pour qu'elle soit bien au point. L'humour est à manier avec délicatesse. J'avais choisi une diapositive qui était supposée être une diapositive drôle, et puis je me suis rendu compte que c'était pas drôle. Donc j'ai pris autre chose, qui est une blague en fait sur moi. Chute de Pierre, c'est Pierre qui se casse la figure. Et quand je fais des présentations en anglais, il y en a une autre que j'utilise très fréquemment, c'est celle-là, Forgive My French, parce que je suis toujours à la merci de savonner mon anglais et puis de perdre les pédales pour des raisons d'accent, de ne pas prononcer mes S, de ne pas prononcer mes H, ou même d'avoir un zut qui va partir dans ma présentation. C'est sûr qu'il faut l'éviter, mais c'est pour ça que je demande par avance aux Anglais, aux anglophones, de pardonner
mon français, c'est-à-dire de pardonner mon langage qui parfois peut être un petit peu limite. Tout ça, ça dépend de votre personnalité. Pourquoi il y a des gens qui sont timides? Eh ben, peut-être qu'il faut qu'ils prennent un petit peu de cours d'art dramatique, simplement pour être plus à l'aise quand ils parlent en public. Il n'y a pas de mal à ça. Il faut, encore une fois, répéter. Il faut se relire pour éviter les fautes de frappe et les mots qui ne sont pas écrits comme il faut, les fautes d'orthographe. Avec ça, vous acquérerez la confiance en vous. Et puis, il y a une autre chose qu'il faut répéter, c'est qu'il faut répéter les questions. Parce que très souvent, le public, quand il y a quelqu'un, quand il y a la période de questions, quand le public va s'adresser à vous pour parler, les gens vont dire quelque chose, mais tout l'auditoire n'aura pas entendu la question. Donc, il faut que vous répétiez la question. Merci, la question est, et vous répétez la question. En faisant ça, vous avez un petit avantage, deux petits avantages en même temps. Vous avez un petit avantage qui est de reformuler éventuellement la question pour qu'elle soit plus aisée pour vous pour y répondre. Et puis aussi, vous avez un petit avantage qui est que ça vous donne un petit peu de temps pour réfléchir à la façon dont vous allez répondre. Donc, le politicien qui dit « Oui, je vous remercie, c'est une question très intéressante, je vous remercie de me l'avoir posée », le type, pendant ce temps-là, il est en train de faire tourner ses neurones pour se dire « Bon sang de bois, comment est-ce que je vais répondre à cette question qui est la question la plus terrible, celle que je ne voulais pas avoir à répondre à ». Donc, il faut répéter les questions. On arrive à la fin de la présentation en dia, en congrès, on va dire. Donc, en résumé, il faut que votre voix soit claire. Il faut jouer avec votre voix. Il faut que votre texte soit lui aussi clair et bien poli. Et il faut que vos images soient simples et suffisamment grandes. Quand on passe aux présentations orales, des présentations orales au poster électronique, il y a quelques contraintes qui s'appliquent et il y a quelques petits points qui vont être changés. Il faut savoir qu'en général, dans les présentations électroniques pour le RSNA, vous avez un nombre limité de clics. Donc, il compte comme un clic passer d'une diapo à une autre, mais aussi faire apparaître une flèche ou faire un effet pour faire apparaître du texte. Donc là, c'est un petit peu différent. Et puis, vous n'avez pas la possibilité, par la voix, par votre discours, de modifier un petit peu la façon dont les informations passent au public. Donc, votre texte est beaucoup plus important. Il faudra qu'il soit plus travaillé. Il devra toujours être aussi clair, mais vous pourrez avoir plus de texte sur la diapositive parce que les gens sont beaucoup plus proches de l'écran, tout comme vous pourrez avoir des images qui sont plus petites parce que les gens qui regardent votre présentation, en général, il y a une ou deux personnes, pas beaucoup plus que 3, qui sont en train de lire et de regarder votre poster électronique. De toute façon, il faudra que ce soit toujours simple dans le texte, même s'il est plus important, simple dans les images, sans effet virevoltant de texte ou d'images quand elles arrivent sur l'écran. Les présentations orales dans Zoom, la plus grande difficulté, c'est que je ne vous vois pas. Je n'ai pas de rétroaction de l'auditoire. Je ne sais pas si j'ai perdu mon auditoire ou si l'auditoire est toujours là en train de regarder, d'écouter ce que je suis en train de regarder ce que je fais et d'écouter ce que je suis en train de dire. On peut avoir un ordinateur qui est en marche. Là, quand je regarde sur le côté, je vois qu'il y a quand même pas mal de gens qui sont là, mais je ne suis pas sûr que tout le monde soit devant l'ordinateur en train d'écouter. On peut avoir un ordinateur en marche et un spectateur absent. Il n'empêche qu'il faut toujours avancer pas à pas et rester clair pour pouvoir guider son auditoire dans le raisonnement qu'on essaye de développer ici sur comment faire une présentation optimale. Maintenant, j'ai fini. Je vous remercie de votre attention. J'ai mis juste 3 références à la fin, avec une qui est parmi les plus importantes et dont je me suis largement inspiré, qui est une présentation qu'avait fait Georges Bissette dans différents congrès et où il exposait très clairement les différentes choses à faire et à ne pas faire dans une présentation en congrès ou dans un cours qu'on donnait en amphithéâtre. Voilà.
Merci de votre attention. Et puis, c'est fini. Voilà, merci beaucoup. J'espère que vous m'entendez. Merci Oui, je vous beaucoup, entends. professeur Schmitt, pour votre brillante présentation qui a donné vraiment du peps. Nous avons appris pas mal de choses, hein. Comment présenter le texte, les images, les tableaux dans nos présentations et comment nous comporter en tant qu'orateurs. L'inflexion de voix, comment regarder le public, comment accrocher. J'espère qu'avec tout ce que nous avons entendu, il y aura beaucoup de questions pour avoir peut-être un peu plus de clarification. Vous avez parlé de la règle de 3. Moi, j'avais vu une règle de 3 de 10, 20, 30. Dit qu'il faut à peu près 10 slides, parler pour 20 minutes et une taille de caractère de 30. Oui. Bah, ça, on peut formuler ce genre de conseils de plein de façons. Moi, j'ai trouvé que la règle de 3, c'était bien parce que ça me ramenait quand j'étais à l'école communale et que j'avais appris à faire les multiplications et les divisions. Mais on peut effectivement la formuler d'une autre façon. Il y avait aussi, il fallait que quand on avait du temps où on avait des vraies diapositives, il ne fallait pas passer moins de temps que 30 secondes par diapo. Mais bon, ça dépend du débit qu'on a, ça dépend de la façon qu'on a de se comporter. Il y a quelqu'un qui m'envoie une question. Que pensez-vous de la règle de 7 sur 7? Bah, j'en pense rien, parce que je ne sais pas ce que c'est que la règle de 7 sur 7, mais je pense que c'est probablement une façon, un moyen mnémotechnique pour se souvenir de quelque chose qu'il faut faire et pas faire. Vous avez dit que c'était 3, 10, 20 ou 3, 20, 40. Il y a plein de petits acronymes comme ça qui permettent de garder en tête certaines choses. J'avais aussi quelque chose sur le nombre de lignes qu'il fallait dans une diapositive. Salomé. Salomé. Le micro. OK. Il fallait pas plus de 7 lignes, je crois, par diapo, parce qu'au-delà de 7 lignes, les gens n'arrivent pas à lire assez vite. En fait, on peut en avoir peut-être un tout petit peu si on arrive à se limiter et à avoir uniquement les mots-clés. D'accord. OK, nous accueillons le professeur Lutumba, qui était le panéliste. Je ne sais pas s'il a suivi la présentation du professeur Smith et s'il a quelque chose à ajouter à ce sujet. Professeur Lutumba, vous avez la parole. Merci beaucoup, Jean-Pierre. J'espère que vous m'entendez. Oui, très bien. Est-ce que je ne vais pas faire encore le Zoom où je pense qu'on me voit, mais personne ne me voit. Mais là, je pense que vous me voyez même. Vous entendez, vous voyez, on vous entend. Parfaitement. Non. Je pense que je voudrais d'abord féliciter Pierre parce que j'ai suivi, mais j'avais des interruptions à cause de la connexion Internet. Et je devais tenter chaque fois de me reconnecter, mais j'ai suivi quand même la grande partie. Et je pense que c'est quelque chose sur quoi on devra réellement se référer, non seulement en ce qui concerne la radiologie, bien sûr, mais aussi pour les autres domaines. Parce que ces principes s'appliquent effectivement, que vous devez vous dire que quand vous présentez, vous devez engager le public avec vous et vous devez absolument ne pas lire et savoir que le public ne peut pas non plus prendre tout le temps de lire ce que vous écrivez. Parce que sinon, vous les faites passer trop vite et ils veulent lire et puis ils vont avoir tendance à vouloir rentrer. Tu sais que vous êtes déjà passé ou bien vous-même, vous manipulez très mal le pointeur et puis vous allez devant, vous allez à la fin et puis à la fin, il n'y a plus personne qui se rend compte effectivement que vous maîtrisez. Et les premières présentations sont souvent les plus dures parce qu'en ce moment-là, vous êtes un peu en panique et je pense que Pierre l'a expliqué, c'est que vous devez montrer que vous avez confiance en vous et pas faire bouger le pointeur dans tous les sens et utiliser la voix qu'il faut et il faut fixer le public. Je pense qu'il a repris un peu tous les principes qu'on devrait avoir. L'autre chose, c'est de tenir compte du temps qu'on vous a accordé. Si on vous a accordé 10 minutes,
il ne faut pas non plus faire 20 diapositives pour qu'à la fin, on commence à vous dire, mais vous devez conclure. Alors, en ce moment-là, ça devient très embêtant. Le principe, c'est qu'on essaye quand même, quand vous avez 10 minutes, c'est d'en avoir peut-être 10 dias dans ces limites-là, et que vous devez éviter de lire et essayer le plus possible d'expliquer. Laisser le public peut lire, peut voir, parce que le but de PowerPoint, c'est que les gens doivent quand même voir ce dont vous voulez, parce qu'entendre, on retient quand même peut-être 10% ou 15% des choses, mais quand on voit, on augmente un tout petit peu pour aller à 30-35%, et quand on le fait soi-même, on augmente encore davantage. Ça, c'est le but de captiver votre public. Mais dès qu'ils commencent à dormir, il n'y a pas plus embêtant que de voir les gens qui dorment, presque tous, quand vous êtes en train de présenter, quoi. Parce que là, vous êtes obligé de passer par ce qu'il a appelé une petite blague qui réveille, ou quelque chose qui doit réveiller ce public pour essayer absolument de vous suivre, parce que vous voulez transmettre quelque chose et qui vous a pris quand même du temps pour préparer. Ou bien vous voyez des gens qui se mettent debout, qui commencent à partir. J'ai vu ça souvent dans des réunions de American Society of Tropical Medicine and Hygiene, où les gens commencent à partir. Vous voyez, là, vous êtes totalement décontenancé parce que vous commencez à vous demander pourquoi ils sont en train de partir. Ils sont en train de partir parce que vous êtes devenus ennuyeux. Hein? Ils pensaient suivre quelque chose de bien, mais ils se retrouvent devant quelqu'un. Peut-être c'est son anglais qui n'est pas bien, mais même si c'est en français, des fois, les gens partent. Et là, vous êtes totalement décontenancé et vous devez répéter votre présentation plusieurs fois, non seulement vous-même, mais devant aussi d'autres personnes qui sont vos pairs, qui vont vous dire là, en tout cas, la manière dont vous avez présenté là, le temps n'est pas correct, ceci n'est pas correct, etc. Ça, je voudrais vraiment féliciter Pierre. Je pense qu'il a repris le maximum des choses qu'on devrait savoir pour ces différentes présentations et il s'est concentré sur... je comprends bien qu'il est de la radiologie, de l'imagerie. Il s'est concentré un peu sur ça, mais ça vaut la peine pour toutes les autres présentations, bien sûr. Hein. Et félicitations, Pierre. Merci beaucoup, c'est très, très, très gentil. Ça s'applique à tout, c'est vrai. Et puis même, je veux dire, on n'a pas, les radiologues n'ont pas l'exclusivité des radios. Je veux dire, les internistes, les orthopédistes, etc., les chirurgiens, les gastro-entérologues, ils montrent des images aussi, parce que ces images-là viennent en illustration de la partie médicale dont ils sont en train de discuter. Donc, mais les mêmes principes s'appliquent dans tous les domaines de la médecine. Mais celui qui m'avait vraiment frappé comme médecin blagueur, je dirais, c'était Felson, parce que c'était vraiment très marqué. Il a fait une présentation de 4 signes radiologiques. La première, c'était de l'air dans l'oreillette droite. La deuxième, c'était le signe de Golden. Les autres, malheureusement, je m'en souviens plus. Je me souviens plus des blagues qu'il a faites, mais c'était à chaque fois, c'était le même cycle. Et en fait, quand on va dans un congrès, on va apprendre de la médecine, ça c'est sûr, mais on va aussi apprendre des techniques ou des choses qui, dans la présentation, rendent la présentation vivante et agréable. Il y a une question, je crois. J'ai vu une question là, mais je voulais ajouter, Jean-Pierre, si tu permets, je voulais ajouter aussi que si on a remarqué très bien la présentation de Pierre, il n'y a pas de phrase réellement, il y a ce qu'on appelle le bullet point. Hein? C'est pour justement éviter de lire. C'est-à-dire, vous avez des bullet points et vous savez vous-même ce que vous devez expliquer derrière ça. Mais si vous commencez à mettre des phrases entières, ça vous pousse à lire en ce moment-là. Et si vous lisez, vous devez regarder les PowerPoint, donc vous donnez le dos au public, alors que les bullet points, vous voyez ça et vous savez ce que vous devez dire. Hein? Et ça a été très bien dans toutes les présentations que j'ai suivies de Pierre. Il a tenu vraiment compte de ça pour illustrer vraiment que vous devez éviter de lire. Les phrases vont vous pousser à lire. Voilà. Il y a une question évidemment qui demandait s'il y a un nombre de mots. Le problème, ce n'est pas souvent le nombre de mots, mais c'est la clarté qu'on doit avoir dans la DIA et la possibilité d'éviter de lire
et de pouvoir utiliser sa voix pour illustrer ce que les gens sont en train de voir. Hein, trop de mots, ça va nuire votre présentation parce que ça va être surchargé. Des fois, on voit des présentations avec 20 phrases et la personne elle-même est perdue, ça devient petit et ça devient compliqué. Le mieux est pour vous de mettre un point et vous, vous savez à peu près ce qu'il y a derrière ce point-là. Hein, ça, c'est ça qui est beaucoup plus important parce que si je mets un cliché de radio ou je mets un cliché de scanner, je ne peux pas mettre à côté beaucoup trop de textes pour expliquer ce que moi-même, en regardant le cliché, ce que je peux pointer, qui est beaucoup plus important que je vais attirer l'attention des gens sur ça, quoi. Et des fois, je peux même encercler ça pour dire c'est ici dont je parle. Hein? Et ça serait beaucoup plus important, quoi. Je ne sais pas, Pierre, ce que tu as ajouté. Non, non, là, j'ai rien à ajouter. C'est sûr que l'utilisation des puces, des boulettes, ouais, je suis au Canada, donc il faut faire attention à utiliser les mots qui sont officiels. Okay. Ils ont un office de la langue française au Québec qui est extrêmement pointilleux. Bon, ça, c'est une blague. Mais non, non, les bullet points et les puces, c'est quelque chose qui permet de structurer. En fait, la diapositive va voir le squelette de la présentation qui apparaît pas à pas, et c'est l'orateur, le présentateur qui va ajouter de la chair, va mettre de la substance autour du squelette de la présentation. Donc, il y a la question sur un nombre limite maximal de mots. Je pense que cette ligne, c'est pas mal. On peut avoir un petit peu plus si on a surtout que des mots clés. Et la deuxième partie de la question, qui est plus compliquée, c'est comment se comporter en cas de souci technique, coupure de courant ou défaut de fonctionnement de la vidéo incorporée. Eh bien, la coupure de courant, je pense qu'on n'y peut pas grand-chose. Il faut rester calme. Il faut... J'ai vu une fois un radiologue présenter en double projection, donc il avait deux paniers de diapositives, et ces diapositives s'étaient répandues par terre. Il n'avait plus de diapositives. Oh là là. Il a réussi à remonter un panier de diapositives à la volée, mais pas le deuxième, et il fallait qu'il présente. Eh bien, il connaissait tellement bien son sujet qu'il a dit, vous voyez sur la diapo de gauche, je vous montre telle et telle chose, et vous auriez dû voir sur les diapos de droite telle et telle chose. Diapositive suivante, une seule diapo qui tombe à chaque fois. Donc, pour le présentateur, c'était un exercice sans filet total, mais il avait préparé et répété. Il savait ce que chaque diapositive représentait. Quand c'était une diapositive de texte, c'était pas très gênant. Quand c'était une diapositive de radio, c'était plus embêtant. Mais il a réussi à faire sa présentation et à faire une présentation qui était claire. Au RSNA, il y a eu une fois une coupure de courant. Ils avaient des travaux qui étaient à, je ne sais pas, 1 kilomètre, 2 kilomètres sur la Grand Rue, et ils ont coupé le câble qui alimentait tout le RSNA. Donc le RSNA, quand on est dedans, quand on est dans les salles qui sont au 2e sous-sol, c'est le noir intégral. Il y avait juste les petites lumières qui se sont allumées des sorties de secours. Il n'y a eu aucun message par haut-parleur. Tout le monde est resté à sa place. Ça a duré 10 minutes. La lumière est revenue. Ils ont continué. Donc, il faut, dans ces cas-là, quand on est un présentateur, il faut essayer de garder, s'il y a une coupure de courant, il faut garder son sang-froid et maintenir, ouvrez les guillemets, le contrôle qu'on peut avoir sur son éditoire pour éviter des choses de panique. Si la vidéo ne marche pas comme c'est souligné, là, la faute, elle est plus sur le présentateur parce qu'il aurait dû faire en sorte que sa vidéo fonctionne ou qu'il ait une solution de secours quand la vidéo ne marchait pas. Il faut, dans ces cas-là, on décrit ce qu'il va y avoir sur la vidéo, même si on ne la montre pas, et puis on passe à la diapo suivante en espérant que la diapo suivante n'aura pas de vidéo et qu'on ne répétera pas la gaffe. Mais s'il y a un incident technique, il faut rester calme, tout est sous contrôle. Vous êtes, de toutes les personnes qui sont dans l'assistance, celui ou celle qui connaît le mieux le sujet. Donc, vous êtes capable de faire votre présentation dans le noir, les pieds au mur, la tête en bas. Vous maîtrisez votre sujet.
je me souviens d'une fois où il y a eu une jeune femme, j'étais interne à ce moment-là, ils avaient fait aux journées de radio des présentations, des séances pour que les internes présentent leurs travaux. Et il y avait une jeune femme qui avait un truc sur l'échocardio, et la malheureuse, elle n'a pas pu arriver à l'heure pour sa présentation. Les embouteillages, etc., c'était vraiment indépendant de sa volonté. Donc, le président de séance dit, bon, ben, mademoiselle Chose n'est pas là, on va passer à la présentation suivante. La jeune femme réapparaît au moment de la pause, elle va s'excuser auprès du président parce que c'était la chose à faire, et le président lui dit, vous passez la première dans la deuxième partie de la session. Et la jeune femme commence sa présentation, première diapositive, elle savonne, elle est émue, elle est complètement perturbée, elle n'arrive pas vraiment à aligner deux mots. Le président de séance lui dit, mademoiselle, ne vous inquiétez pas, respirez. De toutes les personnes qui sont dans l'assistance, vous êtes celle qui connaît le mieux le sujet que vous présentez. Donc, ne vous troublez pas, reprenez, on vous écoute. Et c'était quelque chose qui est extrêmement important. Donc, c'est sûr que dans l'assistance, on peut avoir, ouvrez les guillemets, des ennemis jurés, quelqu'un qui a travaillé sur le même sujet et qui ne peut pas vous encadrer et qui va vous poser une question qui va être une question bien tordue et bien compliquée. Mais dans l'immense majorité des cas, les gens qui sont dans l'assistance sont des gens qui sont bienveillants et qui sont prêts à vous écouter pour apprendre quelque chose. Donc, vous leur donnez ce que vous avez et ça se passe du mieux possible. Voilà. Très bien. Je peux ajouter aussi, ce que moi je conseille de fois aussi, c'est d'avoir, bon, je dois trouver le terme encore en français correct, hein, le print-out de la présentation. Oui, donc vous imprimez deux fois votre présentation si vous pensez que vous n'avez pas tout retenu et que si vous tombez en panne comme ça de projection et tout ça, vous avez au moins quelque chose qui peut vous aider, même si les autres ne voient pas. C'est possible de pouvoir continuer à dire quelque chose, mais c'est très, très embêtant de ne rien avoir et d'être bloqué totalement, quoi. Alors, pour les print-out, en principe, avec le mode présentateur, on est supposé avoir ça sur le côté le côté de l'écran principal, mais c'est sûr que s'il y a vraiment une panne de courant, on n'a pas notre ordinateur pour faire quoi que ce soit. Pour ce qui est des print-out, mon patron avait Monsieur Fauré avait un principe qui était qu'il utilisait des cahiers d'écoliers. Et il expliquait pourquoi j'utilise des cahiers d'écoliers, parce que si vous imprimez votre présentation sur des feuilles de papier séparées, si votre liasse de feuilles de papier tombe par terre, même si elles sont numérotées, vous allez perdre du temps à les ramasser, à les réordonner. Ça va vous stresser en plus. Si vous avez un cahier d'écolier qui tombe, le cahier d'écolier, vous le relevez, vous le reprenez dans vos mains, les feuilles n'ont pas bougé. La première page est toujours en première page, la deuxième en deuxième position, etc. Et vous pourrez vous en sortir. Donc, j'avais trouvé ça un petit peu enfantin, mais c'était frappé du coin du bon sens et ça avait certainement dû lui arriver d'avoir son texte qui disparaissait. Pareil avec Monsieur Fauré, on avait la chance d'avoir la femme d'un de ses attachés qui était une américaine, et on écrivait toute la présentation, on lui donnait les diapositives et le texte de ce qu'on allait dire, elle le corrigeait et elle avait la gentillesse de l'enregistrer sur une cassette. Donc avant les congrès, tous, on avait dans la voiture, dans l'autoradio, on mettait la cassette de Peggy et on écoutait Peggy et on répétait après Peggy pour savoir comment est-ce qu'il fallait qu'on parle avec un anglais acceptable. D'un autre côté, quand j'ai présenté en anglais, à partir d'un certain moment, j'ai présenté sans papier parce que je m'étais rendu compte que même que je ne pourrais jamais enlever mon accent, que je prononcerai jamais les S à la fin de la troisième personne du singulier ou quand c'est au pluriel, que je dirai jamais les H aspirés comme il faut les dire correctement en anglais, et que ce qui était important, c'était le matériel que j'apportais d'un point de vue médical. Donc,
si le texte que vous dites, si la présentation est un sujet qui intéresse votre audience, eh ben, l'audience, elle n'en a rien à faire des fautes éventuelles de grammaire ou des fautes d'accent ou des fautes de S et des fautes de H. Si ce que vous dites les captive, et pour les captiver, il faut que ça soit délivré avec une façon qui soit captivante, eh ben, ils vous écouteront et ils seront contents d'apprendre des choses et ils seront satisfaits de vous avoir entendu. Voilà. Pour une question, doit-on se concentrer sur un seul message par présentation ou une présentation peut comporter plusieurs messages? Ça, c'est difficile. Oui. Ça dépend si votre présentation, c'est, je ne sais pas moi, intérêt de l'IRM dans la maladie de je ne sais pas quoi. L'intérêt de l'IRM dans la maladie de je ne sais pas quoi, ça peut être l'intérêt au moment du diagnostic, l'intérêt au départ, dans le bilan pré-chirurgical et son intérêt après la chirurgie. Donc, votre présentation, elle aura naturellement 3 parties. Ça sera toujours le même sujet, mais vous avez 3 volets dans votre présentation. C'est à vous, c'est à la personne qui présente de savoir si ce qu'elle fait, c'est quelque chose de 5 minutes qui va être intérêt diagnostic de telle méthode, ou si c'est un cours de 20 minutes où elle va pouvoir détailler toutes les méthodes d'imagerie de cette maladie et tout ce que ces différentes méthodes d'imagerie vont apporter. Ça dépend du sujet que vous avez pris. Vous êtes libre, si vous faites une présentation scientifique, d'élargir ou de rétrécir votre sujet. Donc, le choix que vous le faites au moment de la collection des informations sur les cas, vous le faites au moment de l'analyse de vos données, et vous savez à peu près comment est-ce que vous vous organisez. Qu'est-ce que j'ai fait? Moi, le premier papier que j'ai fait en anglais, c'était imagerie postnatale des anomalies rénales de diagnostic anténatal. C'était en 60... c'était dans les années 79-80. À ce moment-là, ça avait pris 8 minutes. Donc, il fallait montrer quelques cas d'image anténatale, quelques cas d'image postnatale et le nombre de fois où l'exploration postnatale avait retrouvé les mêmes choses ou au contraire avait dit il n'y a pas d'uropathie. Donc ça c'est un type de sujet. Il y en a un autre où j'avais fait quelque chose sur une technique chirurgicale de traitement des tumeurs médulaires, donc de la moelle épinière, où il y a soit une laminectomie où on enlève complètement la lame droite et la lame gauche, et où il y avait, c'était simple, sur 80% de gens qui étaient scoliotiques après la chirurgie, ou au contraire, le chirurgien faisait ce qu'il appelait une laminotomie, où il coupait, il enlevait en bloc les lames et il les remettait et il les resuturait. Et dans ce cas-là, il y avait seulement 20 à 30% de scoliose ou de déformation post-op. Donc là, il fallait décrire un petit peu la technique et après, la comparaison des résultats était relativement simple. C'était focalisé sur un point. Moi, je serais tenté de dire que si vous avez un cours est différent d'une présentation, mais si vous avez à faire une présentation scientifique, il faut que ça soit un point, une présentation scientifique. 2 points à la rigueur, mais pas plus. Ouais. Moi, je pense aussi, parce qu'il est plus facile d'avoir 2 ou 3 présentations dans un congrès où vous avez des points différents que d'avoir une seule présentation avec plusieurs points. Et là, ça devient des fois beaucoup plus difficile parce que vous devez conduire votre audience et ils peuvent se perdre, ils peuvent se demander, vous parlez finalement, vous êtes où? Vous parlez de quoi? Mais s'il s'agit par exemple d'une défense de thèse, en ce moment-là, c'est à vous de conduire votre propre jury en disant maintenant je suis à tel niveau et nous avons 3
différents sujets à ce niveau et vous développez chaque sujet de manière très claire et chaque fois vous revenez, je pense Pierre l'a dit, vous revenez à un certain point pour dire maintenant je suis à ce point et je passe à l'autre. Je suis là et je passe à l'autre. En ce moment, vous les captivez si vous avez plusieurs points. Mais dans un congrès, généralement, il est souhaitable d'avoir trois présentations orales le matin, à midi, le soir, comme vous voulez, mais pas essayer de mettre un titre qui comprendrait plusieurs présentations parce que les gens vont se perdre et quand les gens se perdent, bon, ils ne vous suivent pas, ils vont s'ennuyer et vous-même, vous allez être un peu frustré parce que des fois, c'est vous-même qui vous perdez devant le public, quoi. C'est ce que je peux ajouter. Il faut revenir au principe du théâtre classique, les trois unités, une unité de lieu, une unité de temps et une unité d'action. Donc, effectivement, une présentation de 10 minutes ou de 5 minutes, c'est un point, et puis on passe à autre chose. J'avais un commentaire aussi. Oui, pardon. Je pense que c'est là, ça vaut son pesant d'or, même dans le papier. Je me souviens de tous les papiers que que j'ai eu la chance de critiquer comme reviewer. Je pense que quand c'est une seule question qui a été posée et tout l'article essaie de répondre à cette question, souvent c'est bien écrit de manière claire et précise et c'est facile à accepter qu'un papier qui essaye de répondre à 3 différentes questions et au finish, des fois, ils ont des résultats qui se contredisent et c'est difficile. Tu vois, un aspect est correct, mais les autres aspects, ça semble contredire même ce qu'ils ont fait avant. Donc, je pense que même dans le papier, je ferai 3 papiers différents qu'un seul papier avec beaucoup de questions que je chercherai à répondre. C'est ça mon commentaire. C'est très... Ok, il y a une question concernant l'auditorium. Je crois que c'est l'auditoire ou la salle. Hein. Je crois que Pierre a répondu à cette question tout à l'heure en disant, comme au théâtre, hein, ouais, unité des lieux, unité de... Enfin, peut-être je vous laisse vous-même répondre à cette question. L'auditorium, si l'auditorium, c'est la salle et où il y a l'acoustique et tout ça, bah, je pense que maintenant, à peu près dans toutes les salles de congrès, c'est la même qualité d'acoustique, la même qualité de siège. Les gens sont soit bien assis, soit moins bien assis, mais c'est partout pareil. C'est tout le même principe en Europe, en Afrique, en Amérique. C'est dans un hôtel, c'est des chaises, des tables et un podium, un micro et un écran de projection. L'auditorium, c'est pareil. Alors, l'auditoire, si c'est l'auditoire, ben, c'est au présentateur de se mettre au niveau de son auditoire, de partir avec des choses simples et puis progressivement de l'amener à la conclusion de la présentation qu'il veut. Donc, il faut toujours bien se mettre être en synchronicité, être synchrone avec son auditoire et pouvoir l'engager, le faire, il dit, faire lever la main, c'est toujours, est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà rencontré ce genre de situation? Si vous parlez, je sais pas, des accidents aux produits de contraste, est-ce qu'il y a dans l'assistance des gens qui ont déjà vu tel et tel type d'accident aux produits de contraste? Il y a des gens qui ont levé la main. Bon, il lève la main, ben vous lui adressez la parole et vous lui dites qu'est-ce que vous avez retiré après dans votre pratique de la survenue de tel accident. Ça dépend du sujet, mais il faut toujours essayer de créer une connexion avec son auditoire. Voilà. Peut-être ajouter, moi, de mon expérience, ce que j'essaye de dire, c'est quand l'auditoire n'a pas compris, c'est le présentateur qui n'a pas bien présenté. Hein? C'est toujours le présentateur qui n'a pas bien présenté. Parce que lui, il a eu tout le temps de se préparer. Si l'auditoire ne comprend pas, c'est lui qui n'a pas bien présenté, comme toujours. Donc, il faut amener les gens d'un point A à un point Y, c'est votre rôle. Et vous chutez par la conclusion et que s'ils arrivent à la conclusion et commencent à ne pas comprendre,
même l'introduction, on commence à vous demander, mais c'était quoi encore que vous étiez en train de faire? Là, il y a quand même un problème quelque part que la présentation n'est pas correcte et que essayer de présenter devant les pairs et des fois devant des gens qui ne connaissent rien. De ce que vous voulez dire, vous gagnez beaucoup en ce moment-là parce qu'ils vont quand même vous dire, je ne sais pas suivre, c'est de quoi que vous parlez. Hein? Bon, là, j'essaie de faire les gestes de la main, mais bon, vous ne me voyez pas, mais c'est un peu comme ça que vous devez faire pour engager chaque fois le public jusqu'à la conclusion. Hein? En ce moment-là, quand ils sont engagés, c'est beaucoup plus facile pour vous d'avoir fait passer le message parce que le but de la présentation à la fin, c'est qu'ils comprennent et qu'ils soient engagés. Et vous pouvez en ce moment-là aussi avoir d'autres partenaires qui vont dire, j'ai fait la même chose, mais je n'ai pas pensé comme ça. Est-ce qu'on peut se mettre en équipe? Ça, c'est le but de ces conférences, c'est que vous commencez à créer des équipes internationales sur la même recherche ou sur les mêmes thématiques. Et en ce moment-là, vous continuez à grandir, quoi. Moi, je n'ai pas publié en 79, bien sûr, pour la première fois. Je pense que c'est un peu plus tard. Mais quand même, il faut dire qu'à la première présentation, il y a quand même un peu de coaching à faire et il ne faut pas hésiter de demander à son coach est-ce que ça va ou ça ne va pas. S'il vous dit que ça ne va pas, probablement ça ne va pas. Quelque chose cloche quelque part. Surtout si ce n'est pas votre langue natale, quoi. Hein? Des fois, le français, on pense que c'est notre langue natale, mais ça ne marche pas toujours. Le français canadien est un peu différent du français français, et le français sénégalais est différent du français français, etc. Quoi. Le français belge, c'est le pire des français. Je pense que c'est du belge. En ce moment-là, j'ai toujours mon ami Jean-Pierre Cancou qui dit « Ce mot ne se dit pas comme ça ». Je dis « Mais attends, je parle français ». Il dit « Non, tu parles du belge ». En France, c'est comme ça. Donc, il faut quand même se préparer sur ces différents aspects pour se faire comprendre. Oui, tout à fait. Il y a différentes façons de parler français. Mais ce que je dis, quand parfois l'auditoire qui ne pose pas de questions peut peut-être vous donner le sentiment que bon, ce qu'ils ont compris ou n'ont pas compris, c'est un peu difficile hein, au cours d'une présentation, parce que des fois, les gens ont compris, mais ils n'ont pas de questions à vous poser. Je ne sais pas comment vous réagissez à ça, Pierre Schmitt, quand il n'y a pas de questions dans l'auditoire. Ouais. Il y a des façons de faire et de ne pas faire. Il y a une façon de faire, c'est d'avoir un copain qui est dans l'auditoire et qui va vous poser une question. Par exemple, vous avez un sujet qui est quand même assez vaste et vous avez l'impression que dans les 8 minutes qui vous sont accordées, vous avez été obligé de prendre un raccourci pour un point particulier de votre présentation. Ben, vous pouvez très bien avoir quelqu'un dans l'assistance qui va lever la main et qui va dire ben, « je n'ai pas très bien compris parce que vous parlez de ça et puis après, vous ne nous donnez pas vraiment l'évolution de vos cas. Qu'est-ce qui s'est passé à 3 mois, à 6 mois, à 1 an ?» Je vous remercie, c'est une très bonne question. Nous avons les informations, nous avons les chiffres et je peux vous dire qu'à 3 mois, il y avait tel et tel résultat, à 6 mois, il y avait tel et tel résultat et à 1 an, il y avait tel et tel résultat. Ça vous permet d'amorcer une discussion d'une façon un peu filou. Bon. L'autre façon de faire, ça peut être de se dire, bon, il n'y a pas de question dans l'assistance, soit vous avez tout compris, soit j'ai été clair comme du jus de boudin et vous n'avez rien compris du tout. Mais il y a une question que moi, je me suis posée quand je faisais cette présentation et où je n'ai pas vraiment la réponse. Est-ce que telle et telle chose se rencontre dans nos pratiques? Et à ce moment-là, c'est vous qui allez engager l'assistance et qui demandez une réponse venant de l'assistance. Et ça peut des fois déclencher quelque chose. Mais dans les congrès, en général, les modérateurs sont très ravis quand il y a peu de questions. Maintenant, nous n'avons juste le temps que pour une question qui, des fois, c'est des fois très frustrant parce qu'on sent que l'auditoire marchait bien dans ce qu'on leur disait. Et dans d'autres cas, vous verrez dans les congrès, en général, c'est le modérateur, ils sont 2 à la table, et quand il n'y a pas de questions dans l'auditoire, ils se débrouillent pour trouver une question vers l'orateur. Donc, en général, il y a quand même des questions. S'il n'y a pas de questions, c'est que les gens ont tout compris ou il n'y a rien d'autre à dire.
C'est comme Ouais. ça. Mais des fois, ce que Pierre vient de dire, c'est que un bon modérateur, il va quand même provoquer une question. Il va quand même reprendre quelque chose en disant, mais ça n'était pas assez clair probablement. Est-ce que vous, dans le public, quelqu'un a compris comme moi j'ai compris? Oui. En ce moment-là, le public commence à se poser des questions et ça peut susciter le débat. Mais l'autre chose, c'est que souvent, le modérateur lui-même, il n'a que 5 minutes de questions. Dès qu'il y a eu 2 questions, il est obligé de faire précipiter les gens pour dire on doit arrêter. Et ça, c'est dans les grandes conférences, on ne peut rien y faire. On ne peut pas vraiment continuer à débattre beaucoup plus longtemps. Mais souvent, c'est 2 ou 3 questions et puis on vous demande de continuer dans le couloir si vous avez envie de pouvoir continuer parce que le modérateur regarde le temps et il y a une autre chose qui vient. Mais les bons modérateurs, ils posent toujours des questions et relancent le débat, quoi. J'avais aussi un commentaire. Je pense que prochainement, soit le professeur Lutumba ou le professeur Pierre Smith vont nous faire une présentation sur comment faire la modération d'une conférence. Ça paraît simple, mais ce n'est pas si simple que ça. Quand vous êtes, surtout quand il y a des contradictions, quand les tons montent, ou bien quand l'orateur dévie un peu par rapport à la science, comment ajuster, ou bien quand la personne qui pose la question le fait à une langue qui ne lui est pas une langue maternelle, et il faut reformuler la question. Moi, je l'ai vu quand c'est la première fois quand je présentais au RSNA. C'était comme ça parce que c'était en English et American English. C'était très compliqué. Tu captes jusqu'au début de la question, mais tu te perds dans le corps même de la question. Donc, tu es au modérateur de résumer cela en 2 ou 3 mots afin que ça soit clair et il te laisse une porte de sortie. Et il faut retenir que c'est normal, il n'y a rien de mal de dire au Congrès que ça, je ne connais pas, je vais lire. Quand vous pensez vraiment que vous êtes dos contre le mur, ou alors retournez la question dans l'audience. Par exemple, je fais une présentation sur scoliose et je trouve que la question, elle est difficile, je ne vais pas répondre, mais je jette le coup d'œil, je vois Pierre dans l'auditoire. Je peux dire, OK, ça, je ne connais pas, mais je sais que Pierre a beaucoup d'expérience. Est-ce que tu as un commentaire? C'est une façon de maintenir au fait l'ambiance de la conférence. Parce que les gens qui sont là ne sont pas venus juger votre compétence comme médecin, mais veulent acquérir la bonne information, peu importe qui l'apporte. Tout à fait. Ça, je sais que quand il y a des gens qui sont sélectionnés pour être modérateurs à la RSNA, on leur donne un guide du modérateur. On leur donne une page à lire et où il y a les différentes choses qu'il faut qu'ils fassent, commencer à l'heure, si la personne qui présente n'est pas là, eh ben, vous ne faites pas monter le suivant pour faire sa présentation, vous restez 5 minutes à attendre sans rien faire, parce qu'il y a des gens qui vont venir pour écouter juste la présentation qui va avoir lieu à 10h32. Et si la présentation de 10h32 a été avancée à 10h26, eh ben, ils ne seront pas contents parce qu'ils n'auront pas pu entendre le point qui les intéressait. Il est toujours bon, quand on est modérateur, de bien lire les sujets, de réfléchir a priori à quelques questions qu'on peut poser à l'orateur pour essayer d'animer le débat. L'astuce pour le présentateur de retourner la question dans le public ou de faire comme si vous voulez gagner des millions, faire le coup d'appel à un ami, c'est tout à fait acceptable. Et le fait de dire qu'on ne sait pas ou qu'on n'a pas étudié spécifiquement ce sujet-là et que c'est en fait le sujet de votre prochain travail, ça peut aussi être la vérité. Ce qu'il faut, c'est vraiment rester honnête et pas essayer de noyer le poisson, de ne pas fournir des informations qui soient erronées, parce qu'il n'y aurait rien de plus grave que des personnes dans l'auditoire qui repartent en disant « j'ai entendu ça à tel congrès » et ça amène une catastrophe chez un patient. Ça serait vraiment très, très moche. Mais
dire qu'on va regarder ou qu'on n'a pas envisagé les choses sous cet aspect-là, c'est possible. Moi, je m'étais fait ramasser comme ça sur une présentation sur les calcifications discales. Donc, on avait repris les calcifications discales qui étaient chez les enfants dans tous les hôpitaux parisiens. On avait une trentaine de cas. Et parmi la trentaine de cas, il y avait 2 cas qui avaient été mal étiquetés. Ils avaient été étiquetés calcification discale, alors qu'en fait, c'était des hernies discales avec une avulsion du distal marginal postérieur. Et quand j'avais fait ma présentation à mon patron, il n'avait pas tiqué parce que pour lui, c'était des cas de calcification discale. Et il y avait quelqu'un dans l'assistance qui nous avait repris. On avait accepté la remarque. On lui avait dit qu'on n'était pas qu'on n'était pas nécessairement d'accord avec ce qu'il disait, parce que c'était ce qu'on avait pensé, qu'on allait reprendre l'histoire des patients plus spécifiquement. Et puis, en fait, on s'en est servi pour faire un autre papier sur les avulsions du distal marginal postérieur dans les hernies discales chez l'enfant. Donc, on a appris quelque chose et ça nous a été profitable. La remarque du public n'était pas nécessairement une remarque destructive et agressive, c'était une remarque informative et qui nous a fait nous questionner. Donc, je pense que tout le monde a été gagnant dans l'affaire. Je pense que c'est aussi bien possible qu'on puisse un jour échanger un peu sur la modération, parce que des fois, il y a des modérateurs qui, en fin de compte, eux-mêmes deviennent le problème, quoi. Hein? Donc, on a eu des modérateurs, le modérateur lui-même, eux-mêmes deviennent le problème et ils vous coupent quand ils veulent vous couper, vous voulez répondre, ils veulent répondre. Il y a une certaine attitude qu'il faudrait avoir et laisser la personne exposer ses connaissances à l'audience. C'est ça le but, et l'aider à le faire et à le faire mieux si possible. Mais l'autre astuce, je pense, c'est le modérateur doit être au courant au moins quelque temps avant de la présentation que vous allez donner. Vous allez vous faire beaucoup aider s'il est au courant. S'il n'est pas au courant, il ne sera pas vraiment anticipé sur certaines choses. Il sait vous dire, non, ben là, je peux m'attendre à telle question, vous pouvez vous attendre à telle question. Et il peut reformuler deux fois, il peut aider à reformuler la question pour que vous puissiez bien comprendre. Ce qui m'est arrivé, par exemple, c'était un Burkinabé qui présentait. Il a bien présenté l'anglais parce qu'il a répété. Il a répété les mots et à la première question, en anglais, parce que l'anglais américain, c'est une catastrophe au début quand tu dois l'entendre, eh bien, il était là, cloîtré. Le gars répétait la question et le monsieur était toujours en train de le regarder. Et le modérateur ne comprenait pas que c'était un francophone et n'essayait même pas d'aider en parlant un peu un anglais qui est proche de nous, là, notamment le British. Oui. Mais, alors, j'ai dû, par réflexe, me mettre debout parce que je le connaissais et je lui ai dit, non, regarde, on est en train de te demander ceci. Il dit, mais ce n'est que ça qu'on est en train de demander. Maintenant, il répond en français. Alors, tout l'auditoire commence à rigoler en disant, mais non, on n'a pas entendu maintenant ce que toi tu as dit. Alors, il dit, moi non plus, je n'entendais pas ce que vous étiez en train de dire. Et le modérateur, en principe, devait intervenir en ce moment-là, quoi. Parce qu'il ne pouvait pas le laisser bloquer juste par la langue. Voilà, c'est ça que je peux ajouter sur ce que Pierre a dit. Et ça vaut la peine de discuter un peu sur la modération, y compris comme président d'un jury ou de je ne sais quoi. Ça ne fait que la modération, en fait, à la fin, hein, pour aider un peu. En principe, le modérateur est là pour qu'il y ait un bon show et pour que les personnes dans l'auditoire, dans l'assistance, apprennent quelque chose et soient contentes et reviennent l'année d'après. Bon, il y a aussi des questions de personnalité. Et c'est sûr que quand vous parlez de l'anglais et de la francophonie, il y a beaucoup de présentations qui sont en anglais. Moi, je me souviens d'avoir fait une présentation qui était la dernière présentation en anglais où j'avais un cahier parce que je me suis rendu compte que je parlais l'anglais comme je parlais l'anglais et que si ce que j'avais à dire était intéressant, les gens écoutaient. Et je m'en suis rendu compte parce que j'avais un mot, c'était un truc sur les invaginations intestinales aiguës, sur le diagnostic et le traitement non chirurgical. Et il y avait à la fin d'une diapo, sur la dernière ligne, le dernier mot, c'était criteria. Donc, criteria, critère en français,
c'est quelque chose de terrible parce qu'il y a un I qui se prononce I, il y a un E qui se prononce I, il y a un I qui se prononce I. Et moi, quand je suis arrivé à cette phrase sur les reduction criteria, j'ai savonné une fois, savonné une deuxième fois, savonné une troisième fois. Je sentais que j'étais en train de perdre mon auditoire, alors que jusqu'à présent, ils avaient été plutôt attentifs. Donc, j'ai repris le dernier paragraphe, j'ai lu le dernier paragraphe. Je ne sais pas comment j'ai dit criteria, si j'ai dit comme il faut ou n'importe comment. Et puis, je suis passé à la diapo suivante. Et là, tout le monde a rigolé. Et c'était normal de rigoler parce que je m'étais pris les pieds dans le tapis et j'avais décidé de continuer en dépit de tout. Et ce que j'ai fait à ce moment-là, c'est que j'ai ralenti mon débit, j'ai baissé ma voix, j'ai parlé moins fort, l'auditoire s'est calmé. Une fois qu'il s'est calmé, j'ai doucement réélevé ma voix et j'ai continué ma présentation. Et ça a été une belle présentation. C'était une présentation dont tout le monde a été content parce que j'ai eu quand même du feedback par des gens qui n'étaient pas nécessairement des amis et qui m'ont dit que ça avait été bien, mais que je m'étais bien pris les pieds dans le tapis. Bah oui, je m'étais bien pris les pieds dans le tapis. Je n'avais pas paniqué. J'avais repris mon auditoire en main et j'avais délivré le message que je voulais leur délivrer. Donc, j'avais rempli ma mission. Voilà. Bon, je pense que ça fait 1h30 qu'on est ensemble. Je crois que c'est le moment de clôturer. Merci beaucoup, professeur Smith, pour cette brillante présentation sur une présentation qu'on m'a donnée du PEPS. Hein. J'ai dit que c'était le poivre. Le poivre a des vertus stimulantes. Je crois que tout ce que nous avons entendu ce soir va nous stimuler à bien structurer nos présentations et les rendre intéressantes. Merci au professeur Lutumba, panéliste. Tu nous as apporté beaucoup de choses, beaucoup d'informations. C'était très bien. Merci à tous les participants et sans oublier le professeur Mata, qui est vraiment le moteur qui nous a poussé à faire tout ceci. Merci à tous et bonne soirée. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup à tous. On se voit le week-end prochain. Il y a un prof de Boston qui sera là pour nous parler de maladies neurovasculaires rares. Et il y aura une équipe avec un radiologue de France et puis un neurochirurgien de France. On va avoir les affiches très peu et puis on va en discuter. À lundi prochain. Bye. Okay. Merci beaucoup. Au revoir. Mata.